la une de l'actualité ce soir, la Tabaski célébrée au Burkina Faso et partout dans le monde par les musulmans. Elle est marquée par le sacrifice et le partage. Cette fête commémore le geste du prophète Ibrahim selon la tradition musulmane et symbolise la fidélité et l'attachement du fidèle à son Seigneur. Au-delà du rituel, comment la fête a été vécue dans les familles, constat à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, une Tabaski au goût amer à Kongoussi dans le BAM. Un incendie qui s'est déclaré ce lundi soir au centre médical avec antenne chirurgicale de la ville. Pas de pertes en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels. Tout serait parti d'un climatiseur qui a pris feu selon les premiers témoignages, images et commentaires dans cette édition. Et dans cette édition au Mali, au lendemain de la proclamation des résultats officiels de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, le président élu Ibrahim Boubacar Keïta tend la main à l'opposition. À mon jeune frère Soumaïla Cissé, je voudrais tendre la main, a-t-il déclaré. Après la bataille électorale, il y a les retrouvailles, ajoute IBK. Mais sera-t-il entendu? On en parle dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. La Tabaski célébrée ce 21 août au Burkina et ailleurs dans le monde. Pour le côté religieux et spirituel, les fidèles se sont retrouvés en plusieurs endroits, la ville de Ouagadougou par exemple, pour la grande prière. Et ensuite, pour ceux qui en ont les moyens, ils se sont acquittés du sacrifice d'un mouton. L'ambiance ce matin à la place de la nation de Ouagadougou avec Bouma Ernest Nebier. Les fidèles musulmans ont encore sacrifié à la tradition. Venus des quatre coins de Ouagadougou, ils sont ici à la place de la nation pour la grande prière de la Tabaski, cette importante fête musulmane encore appelée fête du sacrifice du mouton qui signifie la soumission ou l'obéissance de Abraham à Allah. C'est ce jour, effectivement, il a vu en songe d'immoler, de sacrifier son fils pour la cause d'Allah. Il s'est exécuté et Allah a sauvé son fils par un bélier. Ce jour revêt pour nous les musulmans cette commémoration. Et le deuxième aspect de ce jour, c'est un jour de partage, un jour de joie pour nous les musulmans. Occasion pour El Hadj Adama Zoungrana, l'adjoint du grand imam de Ouagadougou, d'inviter les fidèles musulmans au respect strict des principes cardinaux de l'islam. C'est également une prière au cours de laquelle les fidèles musulmans ont demandé à Dieu le renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Burkina. Nous demandons à tout un chacun, à tous les fils et filles du Burkina, d'être épris de paix et de tout temps et en tout lieu prier pour la paix au Burkina Faso. Notre cher Burkina Faso que nos grands-parents, nos parents nous ont légué et que nous avons le devoir de léguer à nos enfants et à nos petits-fils dans la santé, dans la paix. Cette année, la Tabaski est fêtée au Burkina sous le signe de la concorde nationale. Un thème qui, selon le message de la communauté musulmane à l'occasion, invite les adeptes des différentes religions au Burkina à être solidaires et à privilégier le dialogue interreligieux. Et à Bobo Dioulasso, c'est sous la pluie que s'est achevée la grande prière marquant la Tabaski. Une occasion pour les imams de rappeler les circonstances du geste du prophète Ibrahim, devenu une sunna pour les fidèles. Moumouni Baro. Plein cœur de la ville de Sia a servi de cadre ce mardi à la grande prière marquant la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Dans sa prière, l'imam a rappelé les circonstances dans lesquelles Abraham a offert son fils au miséricordieux. Et Dieu a donné une valeur à cette prière-là, qui est la gorge du mouton que vous voyez. Parce que quand Abraham a vu dans son ère qu'il voit son fils Ismaël, il a essayé de l'égorger et Dieu a envoyé ce mouton pour libérer Ismaël. Et ça a été pour nous les musulmans, comme pour émettre ce que Sayyidina Ibrahim a fait. Notre prophète a vu ça et puis ça devient un sunna pour nous les musulmans. Donc cette fête-là, c'est une belle fête pour tous les musulmans. Donc on profite dans cette fête aussi, à cette occasion, de prier pour notre cher pays, Burkina Faso, demander à Dieu de nous donner la paix, la prospérité, le dialogue entre la population et le pardon surtout. Malgré l'orage, la prière a rassemblé de nombreux fidèles musulmans et le vœu de tout un chacun, la paix au pays. Parce que la pluie nous attendait. Avant que nous ayons fini de prier, avant que la pluie ça a commencé. Mais on prie à bon Dieu de nous faire beaucoup de bonheur pour Burkina Faso. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé
lui, il sait au fond de nous ce que tout un chacun pense. Donc nous faisons que formuler nos vœux les plus ardents, les vœux de paix surtout, les vœux de paix surtout, les vœux de paix surtout à ce Burkina, à notre cher Burkina qui en a tellement besoin. Et ce paix surtout à notre Afrique qui en a tellement besoin. Comme à l'accoutumée, les confessions religieuses et la chefferie traditionnelle étaient représentées au haut lieu. Une occasion donc de renforcer la cohésion sociale et l'entente au sein des différentes communautés. Occasion de partage et de solidarité, la Tabaski offre l'opportunité à des généreux de faire des gestes à l'égard des plus démunis de la société, comme le président de l'Assemblée nationale. Alassane Sakandé est allé en ce jour de joie communier avec les pensionnaires du centre d'Elwende, un centre qui accueille des femmes du 3e âge. Moumouni Soubega. Le président de l'Assemblée nationale dans les locaux du centre d'Elwende. En ces jours de la célébration de l'Aïd El-Kébir, Bala Alassane Sakandé vient partager le repas de fête avec les pensionnaires du centre. Le chef du Parlement burkinabé n'est pas venu les mains vides. En plus de 5 tonnes de vivres, il leur apporte la somme d'1 million de francs CFA pour rendre la fête encore plus belle. Après avoir sacrifié en tout cas à la prière du jour, j'ai estimé qu'il était en tout cas de bon ton de passer ici au centre d'Elwende afin de partager un petit repas avec nos mamans, nos grandes mamans qui sont ici et qui, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, se sentent un peu délaissés. Un geste bien apprécié par les pensionnaires et les dirigeants du centre. Ils ont saisi cette opportunité pour interpeller le président de l'Assemblée nationale sur leurs conditions de vie qu'ils jugent précaires. Tout ce qu'il a promis qu'il va faire plaidoyer au niveau de l'État, ça va nous aider beaucoup. Surtout l'application de la loi, pour que chaque fois on reçoive une nouvelle personne, on puisse savoir à qui on va toucher, pour aller à la source, aller toucher les personnes qui pratiquent cette cérémonie d'exclusion. La doléance qui tient surtout à cœur les occupants de ce centre est l'affectation d'un infirmier pour leurs soins. Une doléance que Bala Alassane Sakandé promet de satisfaire dans les prochains mois. Toutes accusées de sorcellerie, ces personnes sont victimes d'une exclusion. C'est une situation qui préoccupe plus d'un. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale et les chefs coutumiers appellent à la lutte contre cette pratique. Le centre d'Elwende compte aujourd'hui 214 pensionnaires, dont 6 hommes. Et en ce jour de fête, le président du Faso reçoit le vice-président Afrique de la Banque mondiale. Hafez Ghanem est en mission au Burkina et allait faire le point de sa visite au chef de l'État. À sa sortie d'audience, il s'est confié à Pascal Kané. On l'écoute. En fin de mission au Burkina Faso, le vice-président Afrique de la Banque mondiale vient faire le point des relations entre la Banque mondiale et le Burkina Faso au chef de l'État burkinabé. Une coopération exemplaire, c'est ainsi qu'il qualifie les relations entre son institution et le Burkina Faso. Ils ont fait le tour des projets financés par la Banque mondiale, des projets que le visiteur a pu apprécier au cours de son séjour. J'ai choisi de venir à Burkina tôt dans mon mandat parce qu'à cause de relations très étroites entre la banque et la Burkina Faso et surtout vu le réforme et le travail fait par le gouvernement de Burkina et la qualité de notre portefeuille et le taux d'exécution de nos différents projets. Des bons résultats, mais il est aussi question du futur. Le président du Faso a rappelé au vice-président Afrique de la Banque mondiale les priorités de son pays. Son Excellence le Président a insisté sur la nécessité d'investir dans l'éducation, améliorer l'accès à l'éducation pour tout le monde et améliorer aussi la qualité de l'éducation. Il a aussi insisté sur la santé. Deuxième axe prioritaire, c'était les investissements pour la création de l'emploi. Le président de Faso, son Excellence, est préoccupé aussi par les questions de sécurité. Et nous avons un peu discuté de lien entre sécurité et développement. En entendant le renforcement du financement de la Banque mondiale dans ces domaines, les deux personnalités se sont félicitées de la signature aujourd'hui même de 3 conventions de financement de projets entre la Banque mondiale et le Burkina Faso.
Justement, on en vient à la primature. Malgré le jour de fête, le carnet d'audience du Premier ministre avait inscrit 2 audiences. Paul Kabat-Yeba a reçu en son cabinet une délégation de la Banque mondiale en séjour dans le pays, mais aussi des membres d'une fondation américaine. Gérard Sommet et Vincent Tiendrebego nous résument toutes ces audiences. 3 nouveaux projets font l'objet de signatures de conventions entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale. Il s'agit du programme d'appui à l'enseignement supérieur, PAES, d'un coût de 70 millions de dollars, soit 35 milliards de francs CFA. Ce programme de 5 ans vise à renforcer les institutions d'enseignement supérieur et à fournir une formation de qualité dans des domaines comme l'agriculture, l'agroalimentaire, la formation entrepreneuriale, entre autres, mais aussi la formation des enseignants du supérieur. Le deuxième, projet de renforcement des services de santé PRSS, est d'un coût de 100 millions de dollars, soit 150 milliards de francs CFA sur 5 ans. Son objectif est d'améliorer l'utilisation des services de santé avec une attention particulière à la santé des mères, des enfants et des adolescents, à la nutrition et à la surveillance des maladies. Le troisième est un programme d'approvisionnement en eau et assainissement de 300 millions de dollars ou 150 milliards de francs CFA sur 5 ans et devrait permettre d'améliorer l'accès aux services d'approvisionnement en eau potable dans des zones ciblées. La signature de ces conventions fait suite à une séance de travail entre le Premier ministre et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, présent à Ouagadougou. Tous ces projets participent à la consolidation des actions entreprises par le gouvernement du Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan national de développement économique et social. La rencontre de ce jour permettra sans doute d'asseoir, Monsieur le Président, les bases de nouveaux partenariats sport leadership. J'étais ravi de voir qu'il y a une concordance entre le point de vue du gouvernement et nos points de vue à la banque. Le gouvernement de Burkina Faso prend le leadership dans la définition des besoins et nous sommes fiers et heureux de le soutenir. Un jour de Tabaski qui n'a pas été de tout repos à la primature. Plus tôt dans la journée, Paul Kabat-Yeba recevait le président d'une fondation américaine, The Susan Thompson Buffett Foundation, conduit par son président Allen Greenberg, veut appuyer le gouvernement burkinabé dans la mobilisation des ressources pour l'atteinte d'une couverture sanitaire universelle. Et pour être complet sur la visite du vice-président Afrique de la Banque mondiale au Burkina, une partie du courant électrique à Ouagadougou est fournie par le Ghana et depuis Bolgatanga. Et c'est la Banque mondiale qui finance les travaux d'interconnexion. Le vice-président pour l'Afrique de l'institution est allé ce lundi voir les équipements sur place au poste de Zaktouli, à la périphérie de la capitale burkinabé. Le projet n'est pas encore bouclé, mais déjà une alimentation de plus de 35 MW est injectée dans le réseau. Jean-Eudes Bayala, Nyarkiteda. Le projet d'interconnexion Bolgatanga au Ghana et Ouagadougou au Burkina Faso est désormais une réalité. La mise sous tension de la ligne est intervenue le 28 juin dernier et le réseau de distribution de la Sonabel est alimenté provisoirement à ce jour par le Ghana à hauteur de 35,7 MW. Au poste des Zaktouli, ce lundi, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique fait le constat de l'effectivité de la mise en œuvre du projet dont son institution constitue l'un des principaux bailleurs de fonds. J'étais très heureux, très fier de visiter ce projet pour 2 raisons. La première raison, ce projet va augmenter l'offre d'électricité à Burkina Faso, donc ça va aider, ça va contribuer directement au développement économique du pays. Deuxième raison, c'est aussi que c'est un projet d'intégration régionale, c'est un projet de coopération. D'ici la fin totale des travaux, le Burkina Faso va bénéficier de 100 MW du Ghana. En attendant, 25 localités pour 3456 ménages sont raccordés au réseau d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou. Tout en se réjouissant de l'accompagnement de la Banque mondiale, le ministre en charge de l'énergie affirme que ce projet est un bond important pour le Burkina Faso. Et ce projet va nous permettre donc de diversifier l'accessibilité à l'énergie, de nous permettre d'avoir une énergie à moindre coût, ce qui permettra à beaucoup de ménages, aux industries, d'avoir accès donc à un kilowattheure qui est moins cher, mais aussi ça va permettre aussi à l'État de pouvoir donc économiser, parce que vous savez
Et chaque kilowattheure que nous consommons est subventionné par l'État et donc ça permettra donc d'avoir des revenus substantiels pour pouvoir réinvestir dans d'autres domaines. Autre merveille de la Sonabel visitée sur place à Zaktouli, c'est la centrale photovoltaïque de 33 MW. L'ambition du Burkina avec l'ensemble de ses projets est de doubler la fourniture en énergie et de pouvoir aussi exporter l'énergie solaire. Dans l'actualité ce soir, un lundi dur pour Kongoussi dans le BAM. Un incendie déclaré dans la soirée vers 18h au centre médical avec antenne chirurgicale de la ville a touché la maternité de l'hôpital et d'autres services cliniques selon le constat d'une de nos équipes envoyées sur place. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts, nous disent ici Issa Kawedrago et Nyarkiteda. Lundi 20 août 2018, un lundi noir pour les habitants de la province d'Ibam. Leur hôpital de référence au niveau provincial, le centre médical avec antenne chirurgicale de Kongoussi, est en flammes. Sur cette vidéo amateur, les services cliniques brûlent. Les populations comme un seul homme apportent secours au personnel du CMA. Tous les moyens de bord sont utilisés, mais en vain. C'est un incendie dévastateur qui ravage tout sur son passage. Au lendemain du sinistre, les populations restent plongées dans un désarroi total. Nous sommes découragés. Par exemple, la maternité a brûlé. On va faire comment? Il est temps d'envoyer les sapeurs-pompiers à Kongoussi. Même si les gens disent qu'ils n'ont rien à faire ici, pour moi, ils ont à faire ici. Moi, vraiment, je suis choqué par ces drames. Fort heureusement, on ne déplore pas de pertes en vie humaine. Les malades ont pu être évacués, mais le bilan matériel est lourd. Toute la maternité est partie en fumée. Il y a également le bureau du gynécologue qui est parti en fumée. Il y avait un échographe qu'on avait acquis qui est parti en fumée. Il y a les services d'odonto, le fauteuil dentaire qui est parti en fumée. Il y a le service d'ophtalmo que nous étions en train d'équiper. Et tous les services d'ophtalmo est parti en fumée. Donc il y a également les urgences et nos archives. Tout serait parti des climatiseurs de la maternité, nous raconte cette sage-femme. Madame Yen était de garde hier soir. Au fait, ça a commencé, la fumée, c'est le climatiseur qui a commencé à brûler. Je suis sortie. Quand j'ai éteint le feu de l'extérieur, j'ai constaté que c'était à l'intérieur qui brûlait. Et je suis sortie pour appeler de l'aide. Et quand je suis revenue, il y avait tellement de fumée, on ne pouvait plus rentrer dans la salle. Pour le moment, il est difficile d'établir avec certitude l'origine du feu. Le substitut du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kongoussi était sur les lieux ce matin. Alors, on a essentiellement deux hypothèses. Ça peut avoir une origine criminelle, donc c'est volontaire. Il peut aussi s'agir donc d'un accident. Voilà, ce sont les hypothèses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Bon, mais tout porte à croire que l'origine n'est pas criminelle. Le feu serait parti d'une défaillance au niveau des installations électriques. Pour l'heure, l'on fouille et refouille pour éteindre les dernières braises, dans l'espoir de finir définitivement avec l'incendie. Et au lendemain de l'incendie, une délégation du gouvernement burkinabé s'est rendue sur place, comme vous pourrez le voir sur ces images. L'équipe conduite par Simeon Sawadgo, le ministre de l'administration territoriale, est allée réconforter les patients, le personnel et la population de Kongoussi, très éprouvée par l'incendie. Pour l'instant, il est question de remettre très vite en rail le fonctionnement de cet hôpital, a rassuré le ministre dépêché par le gouvernement burkinabé. À Banfoura, il n'y a pas d'eau dans les robinets de l'ONEA depuis 2 jours. La cause, une panne dans les installations de l'ONEA suite à une pluie diluvienne dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Mais les équipes de l'ONEA sont à pied d'œuvre pour trouver rapidement une solution, nous rassure ici Ismaël Saturné-Paré. Ils sont à pied d'œuvre pour résoudre le problème. L'ONEA n'a pas fourni de l'eau à la population de Banfoura depuis 2 jours. Une rupture forcée, difficile à vivre. Après diagnostic, la cause est trouvée. Hier soir, pendant que le système était en fonctionnement, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus d'eau qui arrive à la station. Suite à la pluie diluvienne qui a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche,
La conduite qui se trouve dans le marécage a cédé. Et la conduite était bien protégée à une profondeur de plus de 2,5 mètres. Et la vitesse de l'eau a vraiment tout ramassé. Et la conduite s'est complètement déboîtée. Pas question de laisser la peine de la population perdurer. Il faut vite trouver une solution, même si elle est conjoncturelle. C'est d'utiliser cette eau, l'eau de marécage, qui est aussi adaptée au traitement de nos stations pour alimenter la station et procéder au traitement et distribuer. Parce que l'important, c'est de ne jamais donner de l'eau qui n'est pas propre à la consommation. En attendant même que les travaux que nous sommes en train de réaliser s'achèvent, on a déjà mis en circulation une dizaine de camions-citernes pour atténuer un peu la situation en ville. Aïcha Fayama n'a pas un couplet d'eau depuis la veille. Voir l'arrivée de cette citerne de distribution d'eau est une véritable joie pour elle. Il n'y a pas d'eau chez moi à la maison. Depuis le matin, je suis à la recherche. On est allé à l'ONEA. Ils nous ont dit d'aller au collège, là, on est allé au collège. Et ils ont dit que depuis le matin, ils sont en train de servir les gens. Bon, et parce que nous-mêmes, on n'a même pas d'eau pour boire même. Vraiment, c'est touchant. C'est la loi du plus fort ici, pour avoir de l'eau. Personne ne veut courir le risque de manquer cette opportunité. Si j'ai eu de l'eau, je peux faire des travaux avec, mais je ne peux pas tout faire avec. Mais je peux faire un peu avec. Je suis soulagée. Conscient de la situation, l'ONEA dit mettre tout en œuvre pour revenir à la norme. Mais avant cela, il faudra toujours continuer à se battre pour avoir de l'eau, au risque de mourir. Autre titre de l'actualité, la fraude fiscale, un cancer de l'économie au Burkina qui fait perdre des millions de francs CFA à l'État. Et dans un contexte où les techniques de la fraude sont en perpétuelle évolution, il faut bien une stratégie appropriée pour la répression. Et les acteurs de lutte étaient en conclave pour se définir une stratégie commune. Yacouba Gamene ou Moussissé. La fraude fiscale fait perdre à l'État burkinabé plusieurs milliards de francs CFA par an. Et pour mettre fin à cette pratique fortement dommageable, il convient de trouver des solutions appropriées. Réunis ici à Ouagadougou, les acteurs intervenant dans la lutte et la répression de la fraude fiscale réfléchissent à une meilleure coordination des actions pour endiguer le phénomène. Nous avons pensé donc qu'il fallait une initiative de collaboration entre toutes les administrations et tous les acteurs concernés pour que nous puissions vraiment travailler de façon résolue dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Je voudrais juste vous dire par exemple qu'en une seule année, par exemple, 400 numéros IFU ont été désactivés. C'est-à-dire que c'était des entrepreneurs qui étaient semblés faire des affaires au niveau du Burkina Faso. On s'est rendu compte qu'en fait, d'affaires, ils créent l'entreprise aujourd'hui juste pour une activité ponctuelle et ils disparaissent. Et on ne peut même pas les rattraper justement pour qu'ils versent à l'État ce qu'ils doivent lui verser. La lutte contre la fraude fiscale s'inscrit dans les priorités de la politique gouvernementale. Et pour cela, l'État peut compter sur l'appui du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Et le Burkina vient, n'est-ce pas, de pouvoir se donner à l'exercice d'évaluation mutuelle de tous les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est une très bonne chose. L'évaluation nationale des risques. Et tout ceci permet, n'est-ce pas, de pouvoir trouver des stratégies idoines pour lutter contre toutes les infractions et pouvoir mobiliser des ressources pour le développement du pays. Au sortir de cet atelier, il s'agira pour les acteurs de dresser l'état des lieux de leur collaboration et définir une stratégie commune de répression de la fraude fiscale, du faux et du blanchiment de capitaux. Le Burkina Faso signe une convention avec le Ghana pour la mise en œuvre de la garantie unique sur le corridor Ghana-Burkina. C'est un protocole qui va permettre une facilitation des échanges marchandises entre les deux pays. Et de quelle façon concrètement? Explication avec Mireille Carole Tougouma. Une rencontre d'information et d'échange sur la mise en œuvre de la garantie unique sur le corridor Ghana-Burkina. Une forme de coopération qui facilite le mouvement des marchandises entre le Ghana et le Burkina Faso. Aujourd'hui, ce qui va se passer, le paiement va se passer une seule fois au niveau du Ghana, qui est le point donc de départ, la marchandise qui est en transit. Au niveau de la frontière, il n'y aura plus de paiement jusqu'à destination au niveau de Burkina Faso.
Les gagnants de ce protocole d'entente entre ces deux pays sont les commerçants, les opérateurs économiques et les importateurs. Ils gagneront désormais en temps. Il faut dire qu'au niveau des taxes douanières, il n'y a pas de changement. Simplement, c'est une garantie pour nous de pouvoir donc accompagner les opérateurs pour la facilitation donc, des échanges et au niveau donc de l'accélération des procédures. Ils n'ont plus besoin d'aller faire également donc les formalités au niveau de Ghana et venir refaire exactement la même chose au Burkina Faso. Donc on fait les formalités une seule fois et on fait le paiement en un seul endroit et il revient donc aux autorités des deux pays d'assurer la répartition donc conformément donc à la clé qui a été établie entre les deux parties. L'application effective est prévue pour le 1er septembre 2018. Les acteurs du monde des affaires peuvent trouver de plus amples informations au niveau de la douane et de la chambre de commerce. Inciter les journalistes au Burkina à produire des articles sur le budget et contribuer ainsi à améliorer la qualité de l'éducation dans le pays, c'est l'objectif de l'Association des journalistes du Burkina, AJB. L'AJB qui a entamé une série de conférences sur le sujet. Maxime Zongo. L'Association des journalistes du Burkina en quête d'informations sur le budget alloué à l'éducation dans notre pays. Au cours de la présente conférence, il ressort qu'environ 20% du budget national est consacré à ce secteur. Un taux jugé insatisfaisant par les partenaires sociaux. C'est par rapport au montant alloué au secteur de l'éducation. Nous avons remarqué que malgré les efforts, il reste nettement en dessous de nos attentes. Ces derniers plaident pour une augmentation à 30% du budget. Pour les responsables du ministère de l'Éducation nationale, des efforts sont faits dans le sens de l'amélioration de ce taux. Nous soumettons un projet de budget avec tout l'argumentaire que nous avons pour défendre. Donc c'est une démarche de plaidoyer constante que le ministère fait avec l'aide de ses partenaires. Pour les organisateurs, cette conférence est une invite aux hommes de médias à s'intéresser davantage à la question de l'éducation. C'est donc l'occasion de recevoir des rudiments nécessaires pour mieux informer. Si à l'issue de ces conférences, on voyait certaines productions de fonds, on va se dire quand même que l'objectif est atteint. Les acteurs de la société civile souhaitent que l'accent soit mis sur le management et le suivi-évaluation du système éducatif afin de relever le défi d'une éducation de qualité. Ils invitent également l'État à associer les acteurs à la base pour l'élaboration du budget affecté à l'éducation. Et puis le président de l'Assemblée nationale, décidément très généreux ces derniers temps, Alassane Sakandé, a fait don de vivre à des élèves du SOUM qui préparent leur examen spécial de septembre prochain. La composition du don avec Frédéric Etienne Massenga. Il n'est pas présent physiquement, mais son geste est à la hauteur des attentes de ces élèves du SOUM regroupés dans ce centre pour la préparation de leurs examens. Bala Sakandé offre 10 tonnes de riz et 30 bidons d'huile aux 2700 élèves hébergés dans 9 sites de la province. Objectif, leur permettre de préparer dans la sérénité leurs examens. Ce don, acquis auprès d'un fournisseur de la province du Soum, a été réparti comme suit. 5 tonnes de riz, soit 100 sacs de 50 kg et 15 bidons d'huile de 20 litres pour le primaire. 5 tonnes de riz, soit 100 sacs de 50 kg et 15 bidons d'huile de 20 litres pour le secondaire. Mesdames et messieurs, en ma qualité du président du comité de suivi de regroupement des élèves candidats de la province du Soum, je voudrais, au nom de la population de la province du Soum et des bénéficiaires, traduire toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour ce soutien au profit des élèves et acteurs de l'éducation regroupés dans la ville de Djibo. Ce geste vient à point nommé pour les bénéficiaires. Devant l'Assemblée, l'engagement est pris. Ce don miracle aux élèves. Des situations de ce genre qui ne sont pas préparées à l'avance, quelles que soient ses capacités, on peut manquer effectivement de répondre à toutes les attentes. Et lorsqu'il y a des sensibilités
qui viennent de façon ponctuelle, de façon prompte, apporter surtout un soutien du côté alimentaire, ça rassure. Ces élèves sont regroupés depuis le mois de juillet pour des cours intensifs de 2 mois avant de prendre part aux examens spéciaux qui débuteront en fin août et début septembre prochain. À l'étranger, le président malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche dernier, a tendu la main à l'opposition pour son 2e mandat à partir de septembre prochain. Dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste, malgré 5 ans d'intervention militaire internationale, son appel sera-t-il entendu? Regardez. Ibrahim Boubacar Keïta, le président réélu du Mali, a tendu la main à l'opposition au cours de son premier discours après la confirmation de sa victoire. Une victoire qu'il aurait remportée avec 67% des suffrages selon la présidente de la Cour constitutionnelle, contre près de 33% pour son adversaire Soumaïla Cissé. À mon jeune frère, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition dite républicaine, je voudrais tendre la main. Après la bataille électorale, il y a des retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. De son côté, et contrairement à la présidentielle de 2013, le chef de file de l'opposition ne reconnaît pas sa défaite. Son bras droit a déclaré qu'il rejetait les résultats de la Cour constitutionnelle, parlant de fraude et de manipulation des résultats. Samedi dernier, lors de cette manifestation à Bamako qui a rassemblé 1 millier de personnes, Soumaïla Cissé a appelé ses partisans à résister. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. Bonne fête de Tabaski à tous et à toutes. Au revoir.